C'est un plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. 30 novembre 1972, 30 novembre 1974 et 30 novembre 1975, l'on parle des trois glorieuses. Que comprendre de ces différentes dates dans l'histoire de notre pays? Vous en saurez davantage dans ce journal. Le festival départemental du sport féminin organisé par la direction départementale des sports du Mono a connu son épilogue ce samedi. Le point des temps forts de ce festival dans ce journal. Hors de nos frontières, les ministres de la Santé du G7 appellent à une action rapide suite au nouveau variant Omicron qui a été détecté chez un Français sur l'île de la Réunion. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous de nous préférer pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, le Bénin, sous la période révolutionnaire, a été marqué par trois grands événements enregistrés un 30 novembre. Il s'agit du 30 novembre 1972, du 30 novembre 1974 et bien sûr du 30 novembre 1975. Ces trois dates forment dans l'histoire politique de la période révolutionnaire de notre pays ce qui est communément appelé les trois glorieuses. Clémence Tonoucoin nous fait un rappel de ces faits historiques. Suivez. Les trois glorieuses rappellent successivement le discours-programme du gouvernement militaire révolutionnaire JMR prononcé par Feu Général Mathieu Kérékou en direct sur la radiodiffusion nationale le jeudi 30 novembre 1972. Ensuite, l'adoption du marxisme-léninisme comme doctrine de l'État le samedi 30 novembre 1974 à l'occasion de l'an 2 du discours-programme dit de politique nouvelle d'indépendance nationale. Ce 30 novembre 1974, Feu Général Mathieu Kérékou annonce que la nouvelle société où il fera bon vivre pour chacun et tous sera une société socialiste. Puis, la proclamation de la République populaire du Bénin le dimanche 30 novembre 1975. Ce jour, dans un important message radiodiffusé à la nation depuis la place de l'indépendance à Cotonou, le président Mathieu Kérékou annonce le triple événement. Le changement du nom Dahomey et la naissance de la République populaire du Bénin, la création de son parti, le Parti de la Révolution populaire du Bénin, PRPB, puis de nouvelles couleurs nationales. Le Bénin, symbole d'une brillante civilisation authentiquement africaine, dans un cadre géographique précis et dans des conditions historiques déterminées, ne peut plus disparaître dans la mémoire des dignes peuples d'Afrique. C'est pourquoi, à compter de ce jour, le peuple militant de notre pays prend l'engagement solennel de perpétuer dans les conditions historiques nouvelles et sous l'éclairage des principes invincibles du marxisme-léninisme cette civilisation pour l'honneur et la dignité de l'Afrique. Désormais donc, notre chère patrie s'appellera la République populaire du Bénin. Il nous plaît de vous annoncer avec une foi et une conviction authentiquement révolutionnaire la création en ces premières heures de ce jour, dimanche 30 novembre 1915, du Parti de la Révolution populaire du Bénin. Gloire immortelle à la République populaire du Bénin. Gloire immortelle au Parti de la Révolution populaire du Bénin. Gloire immortelle au socialisme scientifique. Gloire immortelle au marxisme-léninisme. Désormais, les nouvelles couleurs nationales sont le vert frappé d'une étoile rouge à 5 branches régulières dans l'angle supérieur gauche. À Cotonou, l'événement a été salué par 21 coups de canon et par un défilé militaire et populaire de plus de 2 heures d'horloge sur le boulevard de la Marine.
En bref, ce mardi 30 novembre, le pape François a nommé un nouvel observateur permanent du Saint-Siège à l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dont le siège se situe à Paris. Pour la première fois, un prélat africain exercera la représentation du Saint-Siège dans une instance onusienne. Il s'agit de Monseigneur Éric Sovi-Guidi, de nationalité béninoise, qui était jusqu'à présent en service à la secrétairerie d'État et bien sûr à la section pour les relations avec les États. Nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Conformément aux dispositions légales, la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, a expiré à l'occasion de l'élection présidentielle d'avril 2021. Au terme de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin, les prochaines élections doivent avoir lieu sur la base de la liste électorale informatisée, l'EI. Pour mieux comprendre cette mutation, l'honorable Gilbert Bangana, ancien président du COS-LEPI, explique ici l'essentiel du mécanisme à la population. Il est au micro de Samson Oké. En 2011, nous avons essayé notre liste électorale permanente informatisée. Et c'est quoi la liste? La liste électorale, c'est permanente informatisée, c'est de constituer une liste informatisée pour limiter les contestations, limiter un peu les fraudes. Et cette liste devait être consensuelle. Et si l'EPI, comme elle a été conçue, elle a été ainsi, c'est tout juste à cause de la défaillance notoire que nous notons dans nos pays au niveau du registre national. Donc c'est comme ça que le président a lancé le RAVIP. Vous vous rappelez bien, le recensement administratif à vocation, identification des personnes. Les gens, j'ai dit, mais c'était la meilleure des choses. Parce que si on assainit le registre d'état civil, il serait plus facile. Parce qu'avant, avec la LEPI, il y avait un peu d'exclusion. Ceux qui n'ont pas été se faire enrôler ne pouvaient pas voter, n'ont pas de carte d'identité. Mais le RAVIP, vous vous rappelez, ça concernait tout le peuple. Même les étrangers résidents, ils ont leur registre au niveau de la commune. Les nationaux ont leur registre au niveau de la commune. Et si c'est fait ainsi, il serait plus facile d'extraire la liste électorale à partir du registre national. Donc cette liste, on l'a appelée la LEI, la liste électorale informatisée. Ce processus a été le bienvenu et fera que la LEI va concerner tous les citoyens. Donc la LEI, alors en réalité, le code électoral l'a défini précisément. À son article 120, il dit « La liste électorale informatisée est une liste numérique unique, exhaustive et nationale, avec photo de tous les citoyens en âge de voter pour toutes les élections organisées dans une même année. » Donc, du RAVIP, on va extraire la liste des personnes qui ont au moins 18 ans, qui pourront voter, des personnes, des Béninois bien sûr, parce que d'autres disent RAVIP a pris en compte des étrangers. Les étrangers ne peuvent pas voter parce qu'il y a un code qui identifie les étrangers. Mais les nationaux, à partir de 18 ans, déjà à ce niveau, on extrait cette liste. Et chaque année, s'il y a élection, c'est cette liste-là qu'on va remettre à la Sénat pour organiser les élections. Donc la structure qui s'occupe désormais de cette liste, c'est l'ANIP. Il n'y aura plus de COS-LEPI. Non, c'est terminé. Et l'ANIP va jouer les mêmes fonctions. Si vous avez été enrôlé au RAVIP avec résidence à Tanguieta, vous êtes désormais à Cotonou, vous pouvez faire la demande de transfert de votre résidence pour pouvoir voter où vous résidez. Si vous prouvez que vous n'êtes plus là où vous vous êtes fait enrôler. Mais cela ne veut pas dire que tout ce qui a été fait là serait jeté. C'est une base de données que la LEI aussi, parce que la LEI, l'EPI, on a déjà les acquis. La LEPI devient les acquis de la LEI
Et plus tous ceux-là qui aujourd'hui seront en âge de voter, qui se sont fait recenser avec le RAVIP. Tout ça, cette base de données constitue la LEI. C'est bientôt la fin de l'année, une période au cours de laquelle on note une recrudescence des cas d'accidents sur nos routes. Comment prévenir ce phénomène qui coûte la vie à certains usagers de la voie? Bruno Arwangan, président de l'ONG Attention, sécurité pour tous, présente ici les statistiques des cas d'accidents et donne quelques conseils aux usagers de la route à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Il est au micro de Samson Oké. Au Bénin, il y a 2 tués chaque jour que Dieu fait. 2 Béninois sont tués tous les jours sur nos routes. D'après les statistiques que le Centre national de sécurité routière, avec son service de statistiques, a présenté, c'est 2 tués par jour. Ces 2 tués par jour dont on parle, c'est des jeunes entre 15 à 40 ans. Ça fait 800 tués par an. Je veux reculer encore pour dire que d'après les informations que nous avons reçues encore de l'OMS, il y a 7 tués par jour au Bénin. Pour nous, hommes de la sécurité routière, aucune maladie ne ravage comme la sécurité routière au Bénin. Il faut que nous gardions dans la tête que tous les jours constituent la fête. Si on peut partir de là, nous n'allons pas continuer à avoir les situations que nous rencontrons, surtout dans les grandes villes telles que la ville de Cotonou, où la ville est complètement bouchée. On pose même la question d'où est-ce que cela vient. Rien que parce que tout le monde dit c'est le 1er janvier. Donc, le 1er janvier, ce n'est pas la fête d'abord. Disons, tous les jours constituent la fête. Les accidents de la route que nous observons après la fin d'année. Rien que parce que tout le monde se presse pour dire je dois fêter. Et tout le monde s'accule pour dire je dois fêter. Et à partant de là, des gens qui, peut-être qui devaient, je prends l'exemple d'un taximan qui dit qu'il a l'habitude de faire 2 voyages, aller-retour par jour. Mais comme les fêtes s'approchent, et comme les clients aussi sont là, il préfère aller plus de 4 fois les faire le voyage. Ou bien c'est les émigrants qui disent qu'il doit chercher l'argent, il doit avoir telle somme dans cette journée parce qu'on tient à le faire. Et premièrement, vous augmentez votre vitesse. Et comme vous le savez, le virus principal de l'accident de la route, c'est l'excès de vitesse. Les usagers de la route que nous sommes, nous devons réfléchir pour savoir que ce n'est pas seulement une seule fête. L'année prochaine encore, c'est la fête. Nous devons réfléchir pour savoir que ce n'est pas seulement pour ces raisons que je vais faire tout, peut-être pour me tuer, ou bien pour créer des victimes innocentes, parfois même être victime aussi, et créer des difficultés à la famille, à la nation. Donc nous allons vraiment demander à nos usagers de la route que la fin d'année n'est pas la fin de tout le monde. Et le 1er janvier, ce n'est pas la fête. Autre information dans ce journal, inciter les femmes à s'adonner de plus en plus au sport. C'est l'objectif du festival départemental du sport féminin qui a connu son épilogue samedi dernier. Une occasion pour le directeur départemental des sports du Mono d'inviter les parents à accompagner les filles dans la pratique du sport. Le point de ce festival avec Jonas Bouchi. En dépit des nombreux efforts pour l'émancipation de la femme béninoise, des pesanteurs socio-culturelles les maintiennent encore loin des aires de jeu et des centres de sport. Une tendance que le ministère des Sports du Bénin s'attelle à inverser par une intense promotion du sport féminin. Le gouvernement du président Patrice Talon a décidé de mettre un accent sur le sport en général et le sport féminin en particulier. Le sport aujourd'hui, c'est un vecteur de développement, c'est un vecteur de rassemblement et avec les efforts qui se font aujourd'hui, les investissements massifs qui se font, si les parents comprennent donc l'enjeu et qu'on libère tôt les filles pour qu'elles commencent la formation très tôt, il va de soi que d'ici quelques années, nous aurons des filles compétitives vraiment, aussi bien sur le plan national que sur le plan
international. Sur le tout nouveau stade de Commet, très attractif pour inciter même les inaptes à s'essayer au sport, les filles venues des 6 communes du Mono se sont livrées à cœur joie aux différentes disciplines sportives de ce festival départemental du sport féminin dans le Mono. À voir la prestation des diverses équipes, le directeur départemental des sports invite les parents à propulser ces filles le plus long possible dans la pratique de ces sports. Le sport aujourd'hui, ce n'est pas réservé pour les ratés, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas réussi à l'école, c'est ceux-là qui réussissent dans le sport, ce n'est pas vrai. On peut bien faire les deux aujourd'hui et la plupart du temps, je voudrais donner l'exemple d'un ami à nous qui vient du département du Mono, monsieur Louis, qui est, bien qu'il soit douanier, il est arbitre international aujourd'hui. Voyez-vous, c'est dire qu'on peut faire les deux ensemble. Demander aux parents de pouvoir nous accompagner, d'encourager les filles à aller au sport. Après cette phase départementale, les équipes championnes de chaque discipline se retrouveront très prochainement à Abomey pour la phase nationale de ce 3e festival du sport féminin au Bénin. Hors de nos frontières, la Chine promet 1 milliard de doses de vaccins à l'Afrique. L'annonce a été faite à distance hier par le président chinois lors du forum de coopération sino-africaine organisé à Dakar au Sénégal. Pour Xi Jinping, c'est la réponse pour combler le vide vaccinal sur le continent. Suivez. Pour contribuer à la réalisation de l'objectif fixé par l'Union africaine, à savoir vacciner 60% de la population africaine contre le Covid-19 d'ici 2022, j'annonce ici que la Chine fournira à l'Afrique 1 milliard de doses de vaccins supplémentaires, dont 600 millions sous forme de dons et 400 millions sous d'autres formes, comme la production conjointe entre des entreprises chinoises et les pays africains concernés. En plus, la Chine réalisera 10 projets de santé pour les pays africains et enverra en Afrique 1500 professionnels médicaux et experts de santé publique. Le variant Omicron a été détecté chez un Français sur l'île de la Réunion. L'homme touché par cette nouvelle forme du coronavirus revient de la Mozambique avec une escale en Afrique du Sud, premier pays où le virus Omicron a été détecté pour la première fois. Et pour pallier une très large propagation de ce variant, les ministres de la Santé du G7 appellent à une action rapide. Suivez. Freiner la propagation du variant Omicron, voilà le cœur des discussions de la réunion en urgence qui s'est tenue ce lundi à Londres. La communauté internationale est confrontée à la menace d'un nouveau variant hautement transmissible du Covid-19 qui nécessite une action urgente. Les ministres ont salué le travail exemplaire de l'Afrique du Sud qui a su détecter le variant et alerter les autres. Les ministres se sont engagés à se réunir à nouveau en décembre. Autour de la table, les ministres de la Santé du G7, un conciliabule décidé alors que des cas liés à la nouvelle souche du Covid-19 ont été détectés au Royaume-Uni, en Allemagne mais également au Canada. Sur le territoire portugais, 13 cas, probablement associés au variant Omicron, ont été identifiés au sein d'un club de football local. En France, 8 cas possibles ont été recensés ce dimanche. Les premières réponses n'ont pas tardé. De nombreux pays ont interdit les vols commerciaux en provenance d'Afrique du Sud, d'où provient le nouveau variant. L'Australie a suspendu la réouverture de ses frontières, tandis que le Japon, lui, ferme les siennes. Des mesures similaires ont été prises par d'autres pays africains, comme le Gabon ou encore le Rwanda. Les décisions anticipées ont fait grincer des dents certains dirigeants d'Afrique australe, qui mettent en garde contre une éventuelle stigmatisation. L'enjeu devrait être la présence de la maladie, qui devrait alors appeler chacun à faire tout ce qui est possible pour éviter sa transmission. L'étiquetage des variants de la maladie avec le nom des pays est également contraire à la position adoptée par l'OMS. L'OMS, qui de son côté a immédiatement déconseillé les restrictions sur les voyages, appelant à garder les frontières ouvertes. L'organisation craint notamment que ce type de réaction pousse de futurs pays à ne pas informer la communauté internationale aussi rapidement en cas d'apparition d'un nouveau variant.
Au Qatar, c'est la suite des pourparlers aujourd'hui entre Washington et les talibans. Les discussions ont repris hier soir avec au cœur des échanges la lutte contre le terrorisme, la situation humanitaire et économique. Toujours sous sanctions américaines, la situation humanitaire est très préoccupante et les talibans ont d'ailleurs rappelé à l'Union européenne et les ONG à acheminer de l'aide. Suivez. Une file d'attente pour obtenir un ticket. Lundi, des centaines d'Afghans sont venus recevoir une aide financière distribuée par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies aux plus démunis. 7000 Afghani, soit environ 65 €. Les gens sont vraiment pauvres et ils n'ont pas d'autre choix. Ils doivent utiliser les 7000 Afghani, même si ce n'est pas suffisant, c'est mieux que rien. Ce n'est pas suffisant pour résoudre leurs problèmes. Nous voulons que l'Émirat islamique offre des possibilités d'emploi aux jeunes, qu'il y ait la paix et les prix doivent être plus bas. Pour cette opération, le PAM distribue donc de l'argent plutôt que des denrées alimentaires. Un choix justifié par le superviseur. La nourriture n'est que de la nourriture, mais ils peuvent utiliser l'argent en hiver pour acheter du bois ou tout ce dont ils ont besoin. Ils peuvent utiliser l'argent pour cela, donc je pense que l'argent est mieux que l'aide alimentaire. Ils peuvent l'utiliser comme ils l'entendent. S'ils ont des membres de leur famille qui sont malades ou tout autre problème, ils peuvent le résoudre avec l'argent. Depuis la prise de pouvoir des talibans, toute l'économie, qui reposait en grande partie sur les subventions internationales, s'est effondrée, Washington ayant gelé les avoirs de la Banque centrale afghane. Le Fonds monétaire international, lui, a suspendu son aide à Kaboul, tout comme la Banque mondiale qui envisage néanmoins d'apporter une aide humanitaire à l'Afghanistan. Une discussion informelle doit avoir lieu aujourd'hui avec le conseil d'administration. La direction de l'institution souhaite étudier les différentes options pour rediriger des financements du fonds d'affectation spéciale pour la reconstruction de l'Afghanistan afin de soutenir les efforts humanitaires. Selon l'ONU, 23 millions d'Afghans sur une population de 38 millions seraient cet hiver menacés par la famine. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information se poursuit donc sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Bonne suite de nos...